pas trop fermé. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc on va vous faire une petite conférence sur l'alcool. Alors je m'appelle Romain, voici Emma Louise et du coup on est étudiant à l'EDNH. Et tu veux dire un petit mot avant qu'on commence aussi? Bon, on est en 3e année de bachelor en sportif pour Romain et humain pour ma part. Du coup on représente un peu les deux filières. Puis on a bien travaillé sur l'alcool, donc on va vous apprendre plein de choses, on l'espère. Si vous écoutez, il n'y a pas d'alcool dedans. Alors, pour faire cette conférence, on va tout d'abord aborder l'histoire de l'alcool. On va voir l'évolution des perceptions qu'on a eues finalement dans l'ancien temps et puis jusqu'à aujourd'hui sur ce boire l'alcool. Ensuite, on va se demander finalement l'alcool c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Enfin, on va voir les effets qui découlent et les maladies qui peuvent découler justement des effets de l'alcool dans le cerveau. Enfin, on va aborder quelques mythes répandus, l'aspect diététique et enfin un jeu. Et c'est pas un cours de shot. Donc désolé ceux qui vont partir. Alors, l'alcool à travers l'histoire. Alors je voudrais commencer à vous poser une petite question. À quand remontent pour vous les premières traces de production et de consommation d'alcool? La préhistoire? Ouais. Combien tu dirais en années? Oh, En moins combien de mille? Non? Quelqu'un d'autre a une idée? Non? Alors déjà le lieu, est-ce que peut-être le lieu vous pourrez me situer? Une petite idée? Tom? Réponse au Pays de Galles ici. Ah, du coup? Réponse au Pays de Galles ici. Pays de Galles? Ah non. C'était plutôt si je vous donne un petit indice par exemple. La Chine. Qui dit ça? Bravo. La Chine. En effet, la Chine. Et donc en moins 7000, on a découvert qu'il y avait des résidus de vin de riz, d'alcool de riz, au fond des poteries. Et c'est intéressant parce que finalement, on peut voir que ça coïncide avec l'histoire de l'évolution de l'homme. À la fin de la préhistoire, donc les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Et on est passé, on a fait une transition finalement, ils ont commencé à se sédentariser, à se mettre dans des villages, et ils ont apprivoisé l'agriculture, et ils ont utilisé l'élevage en fait pour sustenter à leurs besoins. Et donc finalement ça concorde avec le moment où on a commencé à cultiver les céréales, le raisin, etc. Et donc ça aurait été découvert accidentellement par fermentation. Alors si on fait un petit bond dans le temps, on voit qu'en Égypte antique, Grèce antique, Rome antique, l'alcool était quelque chose de très répandu. Tout le monde en fabriquait chez lui, même les pauvres y avaient accès. C'était quelque chose de très courant, une denrée alimentaire très courante. Mais les pauvres avaient quand même une qualité d'alcool bien moindre. Il n'y avait pas une grande maturation du vin. Voilà, c'était quelque chose d'assez précaire. Et si on avance un petit peu, même celui qu'on considère comme le père de la médecine, Hippocrate disait « Le vin est un médicament pour les vieillards, mais il est un poison pour les jeunes ». Donc on peut finalement voir qu'il a eu un petit éclair de lucidité en se disant « Ok, l'alcool, c'est peut-être pas si bon que ça finalement ». Déjà à son époque, alors qu'il n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui en sciences. Donc cette perception de l'alcool, elle a continué dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, elle a perduré. Donc 1500, 1500, etc. Et on avance jusqu'en 1863, où là c'est encore pire, c'est qu'avec l'essor de la publicité, l'alcool, on a propagé son image. On lui donnait des vertus comme le plus agréable, le plus efficace. Il y a Angelo Mariani, c'est un préparateur en pharmacie français, il a eu l'idée de mélanger du vin de Bordeaux avec des feuilles de coca, donc qui venaient du Pérou. Et donc, on poussait à la consommation également chez les enfants. Voilà le meilleur biberon. Sauf que il a été interdit en 1910. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il contenait de la cocaïne, des feuilles de coca. Donc, en fait, on disait aux enfants, on encourageait la consommation chez les enfants de cocaïne. Et tout ça, ça intervient dans un contexte où finalement, on n'était pas dans les mêmes mœurs, dans les mêmes sociétés, parce que vers les fins 1900,
l'opium, la morphine, la cocaïne, c'était des drogues et ils étaient assez couramment consommés, il n'y avait pas de législation. Donc la perception qu'on en avait finalement, c'était bon, c'est pas si grave que ça. Et c'est dans le même contexte que l'alcool était aussi représenté. Par exemple, en France, du coup, dans le même contexte, vers la fin 1900, il y a eu des membres de la Ligue de la Tempérance en France qui disaient, bon voilà, ils avaient des prises de conscience, ils disaient qu'il fallait agir et ils demandaient au gouvernement de mettre en place des actions. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en 1900, où ils ont envoyé des médecins dans les écoles pour expliquer que l'alcool c'était pas forcément ok, mais ils faisaient quand même une distinction. Donc ça, c'était une affiche qui était dans les écoles en 1900, et on voyait qu'ils faisaient une distinction entre alcool dit hygiénique et alcool dit distillé. L'alcool hygiénique, c'était ok, on allait avoir des petits effets, des débriétés, mais voilà, on allait s'en sortir. Tandis que l'alcool industriel, là, on allait mourir. Donc finalement, on s'aperçoit que il y avait une distinction qui était faite, on se disait, bon, l'alcool, bon, maintenant, c'est certains alcools qui sont plus vraiment, sont plus cool. Et on pouvait lire encore 1 litre de vin, ça équivaut à 850 grammes de lait. C'était des recommandations, comme nous on pourrait dire aujourd'hui, manger 5 fruits et légumes. On me disait, 5 œufs, c'est comme 1 litre de vin. Un exemple, il y a seulement 70 ans que l'alcool est interdit dans les écoles. On ne se rend pas forcément compte, mais en 1956, c'était courant pour les maternelles, pour l'école élémentaire, de consommer du vin. Et même en 1956, il était réduit, mais les plus de 15 ans pouvaient toujours consommer de l'eau rouge, qu'on appelait ça, du vin coupé à l'eau, de la bière, du cidre. Et ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait pas d'accès à l'eau potable. En France, il y avait seulement 66% d'accès, donc on n'était vraiment pas dans la même société. L'ouvrier moyen buvait 5 litres de vin par jour. Il a fallu vraiment attendre, il y a en 1981 que Mitterrand arrive au pouvoir et ils disent l'eau est la seule boisson hygiénique recommandable à table, et là, ça a été interdit dans les lycées. Donc pour bien se rendre compte, c'était il y a seulement 40 ans. Là, je vous ai parlé il y a moins 7000 ans, on a fait des découvertes. Là, sur l'espace de 9000 ans, du coup, il y a seulement 40 ans qu'il y a des prises de conscience qui ont émergé. C'est dans la même mouvance que le tabac. L'âge d'or de la publicité du tabac, c'était les années 1945-90. On pouvait lire, il y a plus de corps dans le mélange, plus de saveur dans la fumée, plus de goût dans le filtre. Alors pourquoi pas, allons-y, fumons une LM. Si en plus les médecins disent c'est ok, alors allons-y. Et les dentistes nous disent c'est grillé, il n'y a pas d'irritation de la gorge et pas de tout. Voilà. Et ça, c'était en fait les perceptions qu'on avait de ces substances qui ont demeuré très longtemps. C'est que depuis cette époque qu'il y a un consensus vraiment scientifique qui s'accorde à dire que les substances finalement sont remises en cause et peuvent être néfastes pour la santé. Et un dernier exemple, c'est seulement en 1970 qu'on a instauré un taux d'alcoolémie maximal pour pouvoir conduire. Donc finalement tout ça on s'aperçoit que c'était très récemment. Et maintenant, nous allons passer donc aux effets de l'alcool. Alors, on va voir une petite histoire par laquelle, en fait, on va comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on ingère de l'alcool. Voilà, je vous laisse découvrir. N'est à la base pas fait pour être consommé. Notre petit Gabriel est un paresseux. L'alcool, une substance pourtant banalisée, n'est à la base pas fait pour être consommé. Notre petit Gabriel est un paresseux paisible. Il vit dans sa forêt aux fleurs immarcessibles. Il est partout, il incarne la sagesse, la tempérance, mais surtout la paresse. Un axone entre une racine des connexions. Gabriel ne vit pas seul, avec lui des primates, aussi jeunes que fougueux, ne traînant jamais la patte. Il va le monde, de lien en lien, n'éprouve aucune peur, mais Gabin veille au grain. Il calme les ardeurs. Vous l'aurez compris, l'équilibre règne. Notre foie aide à digérer. Il est sur tous les fronts. Il stocke, il régule, il gère l'intoxication. Mais quand s'abattent sur lui des fluides toxiques, il résiste, il se bat, une bataille bien héroïque. Ce dernier combatif
se voit pourtant surmené. Notre état ne le piétine, échappe à sa volonté. Il se propage par le sang, la rivière de son salut. Amarrage bruyant accède-t-il au talus. Sans foi ni loi, il déambule, il perturbe les conciliabules, il brûle, crie, telle une traînée de napalm. Il échauffe Gabriel, pourtant d'une nature si calme. Les paresseux paniquent, se développent et s'étendent. Il cadenasse les troncs et les lianes corrompues. Les grands singes dépourvus n'ont plus qu'à attendre. La forêt ralentit, l'équilibre est rompu. Réflexion dégradée, jugement à la hâte, décisions altérées, et le dos qui rate. Désolé, là j'avais vraiment plus de rythme. Et voilà. Et du coup, comme disait Sénèque, l'ivresse finalement est une folie volontaire. Voilà, et là je laisse la parole à Emma. Bon, du coup, pour petit rappel, quand même, l'alcool, c'est un poison pour le corps. C'est quand même quelque chose qu'on sait. Alors, au moins, vous expliquez que ça n'a pas toujours été le cas. Mais au final, si on compare, actuellement, il y a un produit ménager comme la javel. C'est quelque chose qui a toujours été considéré comme mauvais. On ne s'est jamais dit, on va consommer de la javel. Et si au final, la javel, un shot de javel, ça nous provoquait les mêmes effets que l'alcool, et ça ne nous tuait pas, bah, est-ce qu'on en prendrait, sachant que on sait que depuis toujours que c'est mauvais pour nous? Du coup, on va parler un petit peu des effets de l'alcool. Alors l'alcool, il n'a pas que des impacts sur le cerveau, il a un impact sur tout le reste de notre corps. Et du coup, ça, c'est un impact qu'il peut avoir quand on en ingère à l'instant T, mais c'est aussi un impact sur le long terme. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est visible, justement. Donc du coup, les effets immédiats et les effets sur le long terme, on va un petit peu différencier les deux. Et les effets sur le long terme, c'est peu importe la quantité consommée, justement. Alors, est-ce que vous avez des petits avis sur les effets immédiats que l'alcool provoque? Donc, qu'est-ce que ça peut vous faire quand vous consommez de l'alcool? Vous pensez qu'il se passe quoi un peu dans votre corps? Pas d'idée? Bah, du coup, je vais vous éclairer un peu. Alors, en fait, l'alcool, c'est un corps étranger qui rentre à l'intérieur de nous. Du coup, notre corps, il réagit à ça. Et du coup, en réagissant, c'est une réaction de notre système immunitaire, c'est une inflammation. Et ça provoque des irritations. Alors, cette inflammation, elle est sur nos muqueuses. Les muqueuses, c'est ce qui protège nos tissus. C'est ce qu'on va avoir dans le nez, dans la gorge. Et en fait, même à l'intérieur de notre corps, peu importe le tissu, on va avoir des muqueuses partout. Et du coup, elles vont finir par être irritées à cause de l'alcool. Ensuite, l'alcool, il provoque également une augmentation de l'acide gastrique. L'acide gastrique, normalement, il est sécrété quand on mange pour la digestion. Et là, en fait, justement, le fait d'inflammer la muqueuse de l'estomac, on va avoir trop d'acide gastrique. Donc c'est pour ça que, par exemple, on peut se sentir un peu avoir des reflux, on a mal à l'estomac, etc. C'est à cause de ça. Aussi, l'alcool, il a beaucoup d'effets du coup sur le cerveau. Il peut créer une baisse de la vigilance, une mauvaise coordination des mouvements, des troubles de l'équilibre, une augmentation du temps de réaction, des troubles de la vue, de l'élocution, de la mémoire, une confusion. En fait, l'alcool, il perturbe tout simplement ce qui se passe dans notre cerveau. Donc du coup, les connexions se font plus. Le petit Gabriel, présenté par Romain, est totalement perdu. En fait, l'équilibre de la forêt, justement, il est rompu à ce moment-là. Du coup, passons maintenant aux effets sur le long terme. Est-ce que vous avez un peu plus d'idées de ce que ça peut créer comme pathologie, l'alcool? Stéatose. Ouais, une stéatose, une cirrhose. Du coup, il y a beaucoup d'effets. En fait, l'alcool, il agit vraiment sur tout notre corps. Donc, on va avoir des pathologies hépatiques, c'est-à-dire des pathologies du foie, des pathologies pancréatiques, du système ORL, du cerveau et des cancers. Donc ça, c'est vraiment, peu importe la quantité consommée du moment que la consommation est régulière. Alors, on va commencer par les pathologies hépatiques, donc les pathologies du foie. Tout d'abord, la détoxification du foie, elle est altérée. La détoxification, c'est le rôle principal du foie. C'est-à-dire que quand on a des composés toxiques pour nous qui arrivent dans notre corps, le foie, lui, il les transforme en composés qui peuvent être éjectés de notre corps. Donc en fait, il nous permet de pouvoir ne pas les garder à l'intérieur de nous. Et en fait, quand on a de l'alcool, le foie il est surchargé parce que cette molécule justement est toxique et on y en apporte beaucoup. D'autant plus que souvent, quand on consomme de l'alcool, on mange des chips, etc. avec. Donc, c'est des aliments ultra transformés, donc qui nous apportent encore des trucs toxiques à l'intérieur de nous. Vraiment, le foie, il est complètement dépassé. On a également une cirrhose hépatique. Une cirrhose hépatique, en fait, si vous voulez, quand on se coupe par exemple le bras, à force de la réaction immunitaire, etc., on va finir par avoir une cicatrice. Et bien en fait, dans notre foie, c'est pareil. On va avoir une inflammation.
Et à force d'avoir des inflammations, ça va créer des cicatrices parce qu'il faut bien qu'il se répare le foie. Et quand on a trop de cicatrices, on arrive à une fibrose. Une fibrose, ça veut dire que le tissu sain il est remplacé par un tissu cicatrisé. Et quand on arrive vraiment au stade de cirrhose, ça veut dire que tout le foie il est comme ça. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est réparable. On ne peut pas revenir à un tissu sain derrière le tissu, il est cicatrisé, c'est tout. Et du coup, notre foie, il ne peut plus fonctionner correctement, car le tissu n'est plus sain. Et enfin, la stéatose hépatique. Du coup, une stéatose, c'est une accumulation de graisse dans le foie. Donc c'est un peu un foie gras. Une stéatose, ça se crée à cause de quoi? C'est l'alcool, il va apporter beaucoup de calories à notre corps qui sont stockées sous forme de graisse. Et il va également, comme il perturbe un peu toutes les transmissions, notre foie qui de base sécrète un petit peu des graisses quand il en a besoin, ben là il est perdu. Du coup il en sécrète de trop. Donc vraiment ça crée une accumulation et le foie devient gras. Par rapport aux pathologies pancréatiques, donc notre pancréas, en fait, une pancréatite c'est un pancréas qui est inflammé. Donc ça c'est l'action principale, on va dire, de l'alcool, la cause de l'alcool principale. Une pancréatite aiguë, ça veut dire que ça arrive occasionnellement, ça ne dure pas dans le temps. Et en fait, ça dérive facilement en pancréatite chronique quand justement ça arrive trop souvent. Une pancréatite chronique, ça veut dire que le pancréas il est inflammé sur le long terme. Et en fait, le danger de cette pancréatite chronique, c'est un cancer du pancréas. C'est à force justement d'abîmer notre pancréas, on peut arriver sur un cancer. Sauf que le cancer du pancréas, je ne sais pas trop si vous savez, c'est pas un cancer très réjouissant. Au bout de 5 ans des diagnostics, il y a 5% seulement des gens qui y survivent. Donc l'alcool peut quand même créer des pathologies qui sont très très graves. Passons maintenant au système ORL. Alors, le système ORL, c'est ce qui est aux alentours de notre visage, de notre gorge. C'est ce qui va toucher à l'ouïe, le goût, au niveau de la gorge. Et donc, en fait, comme l'alcool, il inflamme nos muqueuses, on a beaucoup de muqueuses là au niveau de la gorge, on a la bouche et on a la gorge, et ça, c'est inflammé tout le temps. Quand on prend de l'alcool, ça passe par notre gorge, on l'avale. Du coup, c'est vraiment les premiers tissus, les premières muqueuses qui sont touchées. Et donc, en fait, ce qui est majoritairement créé, ce sont des cancers. Donc, des cancers de la bouche, du larynx et du pharynx. Et en fait, ce sont les premiers cancers créés à cause de l'alcool. C'est ceux qui arrivent le plus régulièrement. Ensuite, le cerveau. Alors, au niveau du cerveau, on va avoir une anxiété, une dépression, des troubles cognitifs. Tout ça, c'est justement notre Gabriel qui est trop perturbé. Et en fait, à force d'avoir de l'alcool dans notre corps, il est perturbé vraiment sur le long terme. Peu importe qu'il y ait de l'alcool ou pas, il est perdu. Du coup, on va se retrouver avec des troubles cognitifs, c'est-à-dire des problèmes pour se concentrer, des problèmes de mémoire, etc., même en termes d'orientation de l'espace, tout ça. Et une anxiété et dépression qui sont très communes chez les personnes alcooliques. Pour finir, les cancers. Alors, les cancers, du coup, je vous en ai un petit peu parlé avant, différents cancers dans le corps dus à l'alcool. Et en fait, ce qui est surtout très important à retenir, c'est que l'alcool, c'est la deuxième cause évitable des cancers. C'est-à-dire que dans les cancers, il y a des causes évitables, donc ça veut dire que c'est pas la génétique, etc. C'est des causes sur lesquelles nous, on peut agir pour ne pas avoir le cancer. Et en fait, l'alcool, c'est la deuxième. Le tabac est la première et l'alcool est la deuxième. On se dit que, en fait, si on enlevait cet alcool, si on faisait plus attention à notre consommation d'alcool, on pourrait éviter énormément de cancers. Donc on va passer à la partie mythe ou réalité pour un peu casser vos croyances, parce que c'est vrai qu'on a facilement des croyances sur l'alcool. Alors un exemple, en mise en situation, Malcolm se dit qu'il va faire un mois off en alcool, par exemple le janvier, après avoir bien profité pendant les fêtes. À votre avis, est-ce qu'il est dans l'erreur? Est-ce qu'en fait, dans le sens de la question, c'est plutôt, est-ce que le fait de faire ce qu'il fait, ça équilibre en fait en soi? Ça compense les précédents excès. Voilà. Vous avez une idée pour vous? À main levée, qui dirait que ça compense, qui dirait que... C'est pendant les fêtes, c'est-à-dire quoi? Alors une semaine à la limite à fond. C'est ça, genre toute la semaine, 4 fois dans la semaine, voilà, ça a été beaucoup. Et là, le mois de janvier, il se dit, bon allez, là, stop, j'ai assez profité. Vous pensez que c'est une bonne façon de fonctionner? Ça compense pas. Voilà, c'est ça. En fait, ça compense pas. Donc en fait, du coup, un mois sans alcool, ça n'enlève pas les surconsommations qui sont arrivées avant. Les tissus, ils sont quand même abîmés et on ne peut pas réparer ça. C'est pas parce que juste on ne prend pas d'alcool pendant un mois que les tissus, c'est ok, maintenant ils vont bien, ils sont fonctionnels. Ça reste quand même abîmé. Du coup, ça ne va pas du tout lui faire de mal de ne pas prendre d'alcool pendant un mois, mais par contre, ça ne va pas du tout compenser ses précédentes surconsommations. Alors, il fait froid en hiver. Ah, il se prend une petite pinte avant d'aller dehors, il aura moins froid. Mythe ou réalité? Mythe, qui dit mythe? Qui dirait que c'est la réalité? Parce que ça coule. En vrai, il a froid, mais Alors, j'ai entendu des bonnes réponses, je laisse-moi vous expliquer. Donc en fait, l'alcool, il peut donner l'impression de réchauffer notre corps,
parce qu'en fait, il dilate les vaisseaux sanguins qui sont à la surface de notre peau. Mais en fait, donc ça donne la sensation de chaleur, mais en fait, il diminue la température corporelle, qui est vraiment la température centrale. Et donc ça peut être dangereux même par temps froid. Donc du coup, en l'occurrence, Al, il ne devrait pas vraiment boire avant de sortir, parce que là, on est en hiver, etc. Donc il risque une hypothermie. Dewey hésite. Avec lequel de ces breuvages aura-t-il le plus d'alcool, à votre avis? 250 ml de bière et un baby whisky. Hein? On va dire une bière à 7 degrés. Moyenne classique. Alors qui dirait la bière? À main levée. Qui dirait voilà. Personne? Qui dirait le whisky? Du coup tout le monde. Ouais. Non, tout le monde dit que c'est équilibré. Tout le monde dit que c'est pareil? Ouais, pareil qu'il y avait aussi? Ok. En fait, c'est faux. Parce que la teneur en alcool, bien sûr, elle varie selon le type de bière. Donc là, on a pris l'exemple à 7 degrés parce que c'est une moyenne. Mais en fait, là, pour le coup, c'est que les doses barres, elles ne s'appliquent pas à la bière. Parce que la bière, peu importe le degré, on va avoir les mêmes doses. On va avoir soit une 250 ml, soit une 33. Et en fait, du coup, là, on a calculé, on se retrouve avec 15 grammes d'alcool dans une bière à 7% et 12,8 dans le whisky. Donc du coup, au final, on a plus d'alcool dans la bière. L'idée c'est de se méfier, c'est que pour les doses barres, c'est en effet effectué pour tous les alcools. Et la bière, ça a tendance à des fois être, allez, j'en ai une de 5 degrés ou de 12, je sais pas si ça existe, 12 degrés dans une bière. Mais voilà, ça sera servi dans le même verre. Et voilà, on se méfier de ça quand on parle de doses barres. Ensuite, Reese ressent des difficultés à s'endormir. Depuis 3 jours, il a pris l'habitude de se prendre 3 shoots avant de dormir. Va-t-il faire de beaux rêves? Bon, là, on va passer. Regarde, demain soir, non? Du coup, évidemment, il ne va pas faire de beaux rêves. Alors, effectivement, l'alcool, il va aider à s'endormir plus rapidement. Par contre, il va entraîner un sommeil qui est moins réparateur et des réveils plus fréquents. Du coup, il ne fera pas des beaux rêves. Il va peut-être s'endormir plus vite, mais ça ne sera pas un sommeil qui est réparateur. Et enfin, Loïs nous dit qu'en mettant du Red Bull dans sa vodka, elle ressent moins l'alcool. Qu'en pensez-vous? Quelqu'un veut-il nous dire sa pensée là-dessus? À votre avis? Oui? Le Red Bull, c'est une boisson énergisante. L'alcool, c'est l'effet inverse. C'est ça. En fait, ça va... Ce qu'elle va ressentir, ouais, ça va vraiment ressentir l'effet de l'alcool, mais l'effet, ça va pas. Exactement. Bravo. Du coup, Donc en effet, la caféine aussi. Voilà, caféine, donc thé, tout ça, on boit moins du thé avec les excitants ne réduisent pas l'intoxication. Elle peut masquer temporairement la somnolence, mais Louis reste tout aussi intoxiqué. Et c'est même entre guillemets plus dangereux du coup parce qu'on ressent moins les effets de l'alcool sur le moment et du coup on a tendance à plus consommer dans ces moments-là. Et du coup on va passer à un petit jeu pour finir cette conférence. Ah non? Ah oui, on le verra plus tard. Bonjour plus tard. On va passer à la partie diététique maintenant, un peu dans le vif du sujet. Du coup, notre alimentation, elle peut avoir un impact sur notre santé et en lien avec la consommation d'alcool, il y a quelques petites choses qu'on peut faire. Alors en fait, tout est une question d'équilibre. C'est pas parce qu'on mange telle chose quand on boit de l'alcool que tout va bien. C'est vraiment l'alimentation en général. On peut faire certaines choses quand on boit. Par contre, c'est pas parce qu'on a certaines pratiques en alimentation que boire de l'alcool, ça ne nous créera pas toutes les pathologies expliquées précédemment. Par contre, ça peut nous permettre de diminuer un petit peu l'agression sur notre corps à l'instant T tout du moins. Donc du coup, on a parlé beaucoup du foie. Le foie qui est surchargé entre l'alcool, les chips, etc. à l'apéro. Donc du coup, pour l'aider, nous ce qu'on va faire, c'est lui apporter des antioxydants. Des antioxydants, c'est pas quelque chose qu'il va falloir apporter quand on consomme de l'alcool. C'est quelque chose qu'il va falloir apporter tous les jours dans notre alimentation. Et du coup, où est-ce qu'on les trouve? Dans les végétaux. On en trouve majoritairement dans les fruits et légumes, mais on en trouve également dans les poissons gras, les fruits de mer, le cacao. Parce qu'en fait, les antioxydants, c'est certains micronutriments. Et du coup, comme on en trouve un peu partout, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une alimentation variée, équilibrée au quotidien. Parce qu'en effet, votre corps, il n'y a pas que pendant l'ingestion d'alcool qui va être intoxiqué. Les UV, la pollution, un sommeil perturbé, l'activité sportive de trop haute intensité, une mauvaise alimentation, tout ça, ça va faire que le foie va devoir réagir et il va être surmené. Donc un peu d'alcool en plus et le déséquilibre se crée. Sachant que ça ne va pas régler le problème de quand il y a une consommation d'alcool. Ça va l'aider au quotidien, mais quand il y a la consommation d'alcool, il sera toujours autant surchargé.
Du coup, quand on consomme de l'alcool, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Alors, l'alcool peut créer des diarrhées, l'alcool nous déshydrate. Du coup, pour parer ça, il faut s'hydrater. Donc s'hydrater avec de l'eau, du coup. Et donc l'hydratation, elle va se faire avant, pendant et après. Donc avant, il ne faut pas hésiter à boire de l'eau. Pendant, on alterne entre les verres d'alcool et les verres d'eau. Et après, le lendemain, de l'eau. D'autant plus que le lendemain matin, prendre un grand verre d'eau fraîche, ça peut aider à apaiser en fait nos muqueuses qui sont irritées. Et également, pour protéger un petit peu la muqueuse de notre estomac, donc pour pas avoir trop d'acide et les remonter, manger avant de consommer de l'alcool, ça permet de tapisser un petit peu. Les muqueuses vont quand même être irritées, mais moins fortement. Ça peut permettre d'éviter les vomissements ou au moins un peu de nausée. Du coup, un petit déjeuner idéal en lendemain de cuite, qu'est-ce que c'est? C'est un petit déjeuner qui contient un produit céréalier, une boisson, donc ça peut être de l'eau, une infusion ou du lait. Attention aux infusions, on ne va pas les boire trop chaudes du coup. Et des antioxydants, donc ça va notamment être dans les fruits. Donc du coup, une recette exemple de lendemain de cuite, ça va être un bowl cake dans lequel on trouve un œuf, des flocons d'avoine, une demi-banane, de la levure chimique et du chocolat noir. Et en fait, juste le bowl cake, il donne pas tout ce dont on a besoin justement. Donc du coup, ce qu'il va falloir, c'est boire par exemple un grand verre de jus d'orange pressé maison, parce qu'en fait, dans les agrumes, on a vraiment beaucoup d'antioxydants. Donc pour augmenter encore cet apport-là, on peut faire ça. D'autant que c'est une boisson fraîche, etc. Donc c'est vraiment l'idéal. Donc ça pour la boisson. Et ça nous apporte la portion de fruits qui nous manque, on va dire, on n'a qu'une demi-banane dans le bol. Alors à savoir que si on peut aller dans le sens de tout ce qui est neurotransmetteurs, tout ce qui est voilà, dans le cerveau, en fait, finalement, on peut avoir d'autres, des états seconds, comme on dirait, que l'on a à travers l'alcool, se sentir un peu euphorique, tout ça, à travers d'autres activités. La dopamine, sérotonine, endorphine, voilà, tout ce dont je viens de vous parler, elles peuvent se retrouver ailleurs. Par exemple, atteindre des objectifs, se dépasser, avoir des passions qui nous transcendent, faire du sport, faire de la musique, ou échanger avec les autres, les relations sociales, tout ça, c'est des éléments qui peuvent aussi, voilà. On n'est pas, comme je vous disais, on a été un peu dans une société qui a voulu, donc pour l'alcool, elle avait une perception assez prenante. Voilà, l'alcool avait une vraie place dans la société, je vous l'ai montré. Et bien, en fait, on peut essayer de changer et voir que autre chose est possible. Et donc, on voudrait finir cette conférence avec un petit jeu. Alors, on voulait vous faire gagner à la fin du jeu un cocktail, mais j'ai vu qu'ils étaient gratuits. Mais pour le jeu, on va quand même faire comme ça. Alors, par exemple, si je vous dis 1 kg de chou-fleur et un Long Island Iced Tea, lequel est le plus calorique? On va faire 3 choix, qui dit plus, qui dit moins, qui dit équilibré. Donc, qui dirait plus? Personne qui dirait que le chou-fleur est plus calorique, pardon. Qui dirait que le chou-fleur est moins calorique? Ok. Qui dit que c'est pareil? Bien joué. C'est la même chose, 250 environ. Alors, mettons un Long Island Iced Tea, ça vous fait l'équivalent d'un hamburger McDo, 250 calories, et également 1 kg de chou-fleur. Donc pratiquement plus d'un chou-fleur en fait, c'est plus d'un chou-fleur. Un chou-fleur c'est environ 900 grammes, donc on est sur... Par contre au niveau de la densité nutritionnelle, là ça sera pas du tout la même chose, parce que on voit qu'un Long Island Iced Tea ça sera du sucre, de l'alcool. Un hamburger McDo, bon bah voilà, il y a du pain, de la viande, mais c'est toujours pas ça quoi. Tandis qu'un kilo de chou-fleur, voilà, on est dans la qualité. La densité nutritionnelle, c'est la quantité de macro et de micronutriments qu'on a à l'intérieur pour autant de calories. Donc là, on a la même calorie à chaque fois. Ça veut dire qu'un cercle, c'est nos 250 calories. Et quand c'est en vert plus foncé, ça veut dire qu'on a des macros et des micronutriments qui sont intéressants pour nous à l'intérieur. Donc on voit bien que le chou-fleur, il nous en apporte beaucoup, que le cocktail ne nous en apporte quasiment pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération quand on est en soirée, comme des choses comme ça. Parce que finalement, on se rend compte qu'on fait une petite soirée 4 Long Island Iced Tea, ça fait 4 hamburgers McDo. On est sur ça. Plus ce qu'on va pas faire que boire. À côté, il y a les apéritifs, ce qu'on va manger, les chips, etc. Et après, on va remanger. Si on se fait une tartiflette après, voilà, on a le combo, quoi. On a le combo. Donc là, on est déjà à 1000 calories. C'est un adulte en moyenne a besoin de 2350, on va dire. On est déjà à presque la moitié. Et c'est comme si on mangeait 4 chou-fleurs, du coup, pour faire
En termes de quantité, je suis pas sûre que beaucoup arrivent à manger 4 choux-fleurs pour atteindre ces calories. Voilà, donc vraiment pour vous faire comprendre. Du coup, on vous a préparé un petit apéro cheap, on va dire, donc composé de 5 morceaux de saucisson, ça équivaut à peu près à 50 grammes, 2 poignées de chips, environ 25 grammes, c'est les paquets individuels, 3 cocktails en moyenne, des cacahuètes, 25 grammes, c'est à peu près c'est une petite poignée en fait, 2 tartines de pain, ça équivaut à 40 grammes, du pâté tartiné dessus à peu près 50 grammes, et 4 olives, donc une vingtaine de grammes. Et là, la question, en fait, c'est combien de calories on a dans cet apéro. Donc, du coup, Romain vous distribue des petits papiers et du stylo pour pouvoir écrire votre réponse. Et celui qui est le plus proche, il gagne un cocktail qui est gratuit. D'accord. Votre apéro, on prend l'apéro. Oui. On a fait une moyenne un peu de tout le monde, ce qui mange. Alors, demain, on va pas fait le temps. Non, Ah oui, ah ouais, ouais. Voilà, 5 chacun. Je crois qu'on voit tel passage. Et puis non, C'est quoi le cocktail? En moyenne. Tu prends le plus calorique le moins et c'est la moyenne. J'ai 2 chances. 2 plus, c'est pas plus dur. 2 chances. Hein? Dans la boîte de non, allez, à la c'était quoi la question? T'as la boîte à crème? C'est bon la première heure? Je sais pas, je pense que j'ai marqué beaucoup. C'est ma quête. Bah, mettez les stylos à mettre. Mettez une petite pièce. Vous retenez combien vous avez écrit parce qu'il faut savoir qui est le gagnant du coup. Ouais, j'ai gagné. On va pas s'épier. Du coup, on va pas s'épier du coup. Je serais excellent. À voter. Moi j'ai pas joué. T'as pas joué? Tout le monde a joué. Ah ouais. C'est bon, vous avez marqué tout le monde? On le met là. Tu m'as pressé. Oh, oh. On a quelqu'un qui a fait vraiment très très fort. Une masterclass. Il est presque tout pile le chiffre. Alors, il va se reconnaître, la personne va se reconnaître du coup. Attends, pas toi. Alors, pour tout ça, ça équivaut à 1378. Et j'ai quelqu'un qui a mis 1358. Petit cocktail. Bravo, franchement. Faut l'applaudir. Merci beaucoup. Et du coup, ça vous fait environ 59% des apports pour un adulte en moyenne. Donc vous voyez, rien qu'avec ça, et on n'a pas encore mangé, on n'a pas encore... vous voyez que du coup, on est dans la démesurée. Voilà. Merci beaucoup.